Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce premier webinaire organisé par la Ligue bruxelloise pour la santé mentale. C'est notre banc d'essai, donc je suis désolé, vous êtes les cobés de ce format du côté de la Ligue. Alors, peut-être préciser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la Ligue, notamment pas mal de participants qui sont issus de Wallonie. La Ligue bruxelloise pour la santé mentale est un acteur historique sur les questions de santé mentale à Bruxelles. L'ASBL existe depuis plus de 40 ans et s'inscrit dans une filiation d'ASBL encore plus ancienne. Nous avons deux grands rôles que nous jouons ici à Bruxelles. Le premier, c'est d'être un lieu carrefour sur toutes les questions de santé mentale. Nous organisons des groupes de travail, des séminaires, des colloques, des espaces d'échange et de coélaboration entre les acteurs de la santé mentale et tous les professionnels qui, de près ou de loin, sont concernés par ces questions-là. Nous avons ainsi des groupes de travail qui rassemblent des gens issus du milieu de l'aide à la jeunesse, de la justice, de l'aide aux personnes handicapées ou de l'aide aux personnes âgées ou encore d'autres publics et ainsi de suite. C'est un lieu donc qui permet de nourrir les praticiens de ce qui se passe ailleurs, de pouvoir partager eux-mêmes leur propre production et d'étendre leur réseau. Nous sommes aussi la fédération des 24 services de santé mentale qui sont agréés par la Commission communautaire française ici à Bruxelles. Et donc, nous portons aussi des questions d'ordre sectoriel à un niveau politique. Nous avons également, sur les deux volets, une dimension politique que nous essayons de porter là où il faut, puisque la santé mentale est liée à la façon dont les politiques sociales et de santé sont menées dans une région ou dans un pays. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de faire remonter les besoins de la population et de tous les travailleurs qui les épaulent. Voilà pour resituer un peu qui organise ce séminaire auquel vous avez été conviés. Vous dire aussi que ce séminaire, finalement, est né d'un groupe de travail qui se penchait justement sur les questions de confidentialité et d'évolution de la réglementation, notamment autour du dossier du patient. Et immanquablement, s'est posé la question de l'évolution du métier des psychologues, parce que les deux étaient en interaction. Et il y avait notamment une série de réglementations au niveau fédéral qui sont sorties ces dernières années et qui positionnaient clairement les psychologues cliniciens, et ceux-là uniquement, en tant que profession reliée au métier des soins de santé, avec un risque dénoncé par une série d'acteurs de paramédicalisation du métier de psychologue, c'est-à-dire du fait de faire perdre sa spécificité à la psychologie clinique et d'en faire quelque chose de tout à fait à part des autres branches de la psychologie. Nous avions des discussions avec différentes associations professionnelles et assez rapidement est apparue l'idée d'organiser un séminaire comme celui-ci. D'autant plus que dans cette évolution du métier du psychologue, il y avait des implications pour les employeurs, puisqu'il faut que le psychologue ait un visa, qu'il y ait un agrément, toutes sortes de choses qui amenaient des questions de la part des psychologues travaillant dans des institutions diverses et variées et dans le chef de leurs employeurs. Alors, aujourd'hui, nous proposons donc ce séminaire et nous nous sommes tournés vers la commission des psychologues, qui nous semblait être l'interlocuteur le plus évident par rapport à toutes ces questions. D'abord parce qu'elle connaît ces questions, c'est un de ses objets de travail que de pouvoir maîtriser, de diffuser, d'informer l'ensemble des psychologues. Elle dispose également d'une assise très large, puisque normalement tous les psychologues sont censés s'inscrire à la commission des psys. Et donc, nous nous sommes tournés vers cette commission pour fournir le contenu du séminaire, en se disant que ce serait de toute façon une première et on essaierait de déjà dégager et de clarifier toute une série de questions dans le chef des professionnels. Et puis ensuite, sur base aussi des réflexions qui seraient remontées durant cet événement-ci, de pouvoir réfléchir plus avant et de voir quelle suite y apporter.
Alors, c'est clair que nous avions au départ prévu un séminaire classique où on loue une salle et on accueille du monde. Et on avait prévu ça pour le printemps dernier. Bon, vous savez tout ce qui s'est passé, ce qui nous a amené à devoir postposer dans un premier temps et puis ensuite de changer le format pour opter pour ce webinaire. Vu le nombre d'inscrits, effectivement, le format webinaire nous semblait le plus indiqué pour éviter une immense cacophonie. Et en même temps, c'est vrai, le point négatif de ce format, c'est qu'il diminue les possibilités d'interactivité. On essaye de corriger cela d'abord lors de l'inscription. On vous a demandé s'il y avait des questions que vous vouliez faire remonter. Et comme cela vous sera reprécisé, on a essayé dans la présentation de faire en sorte que ces questions soient déjà rencontrées. Et puis, il y a le format de questions-réponses sur lesquelles Natacha va venir avec de plus amples explications qui permet une forme d'interactivité malgré tout en cours de séminaire. Vous êtes très nombreux. Comme je l'ai dit, il y a plus de 300 inscrits de Bruxelles, mais aussi de Wallonie. Et vous êtes issus d'horizons aussi variés que les services de santé mentale, les plannings, les maisons médicales, les hôpitaux. Il y a également des personnes issues du secteur de l'aide aux toxicomanes et de nombreux indépendants également qui ont souhaité prendre part à ce séminaire. Nous avons également noté la présence de membres de différentes administrations publiques et d'étudiants. Et donc, je ne peux que vous souhaiter à toutes et tous un excellent séminaire en espérant que cela puisse déjà apporter une série de réponses à vos questions. Et si cela ouvre d'autres questions, cela n'en est que plus normal et signe que nous avons atteint un premier objectif et signe qu'il faudra continuer le chemin plus avant. Très bon séminaire. Je cède maintenant la parole à Natacha pour quelques précisions techniques. Merci Natacha. On ne t'entend pas encore. Oui, je disais, il y a évidemment, c'est à ce moment-là que j'aurais voulu partager un écran, donc c'est compliqué. Bon, c'est pas grave, on va faire autrement. Alors, bonjour. Bon, donc, comme vous le voyez dans le haut de votre écran, normalement, c'est un séminaire qui est enregistré. Si l'enregistrement est de bonne qualité, nous le diffuserons ultérieurement pour qu'il soit regardé soit par les participants qui voulaient être présents mais qui n'ont pas pu, ou être revus par vous. Effectivement, on a découvert en début qu'il n'est pas possible pour vous participants de voir qui d'autres participent. Vous ne voyez que les orateurs. Je ne sais pas si dans le chat, vous pouvez éventuellement voir à ce moment-là qui d'autre est là, ou alors si ce sont des messages qui sont adressés à tout le monde. Alors, normalement, vous avez un petit bouton questions-réponses dans le bas de votre écran, Q et R. Donc, je demanderai que ce bouton soit réservé aux questions qui sont à poser à Luz, qui va nous faire la présentation. Et uniquement pour des questions réellement directes. Alors, vous avez normalement accès à l'ensemble des questions posées et vous avez pour chaque question dans le bas un petit pouce sur lequel vous pouvez cliquer. Ça veut dire que si une question vous intéresse, plus particulièrement, vous pouvez voter, plébisciter cette question. Ça permettra aussi de voir les questions qui remportent le plus de suffrages et auxquelles Lou, si elle a le temps, pourra répondre. Si vous avez d'autres commentaires à faire, que ce soit des problèmes techniques ou autres, n'utilisez pas ce bouton QR. Alors à ce moment-là, utilisez le chat. Moi, je suis juste en support technique. Je suis juste en support technique, donc je fermerai ma caméra après être intervenue, mais je suivrai attentivement justement vos questions-réponses et le chat. Et dernière chose, si jamais nous n'avions pas le temps, l'occasion de répondre à vos questions, eh bien, n'hésitez pas à nous les envoyer ou à les envoyer à la Compsy directement sur info@compsy.be. Voilà, je vous souhaite un bon séminaire. Je cède la parole à Luz. Merci.
Bonjour à vous tous. Est-ce que vous m'entendez? Ok, je suppose alors que vous m'entendez. On t'entend, oui. Parfait, merci. Je vais vite me présenter. Donc, moi, je m'appelle Lou Salomé et je travaille en tant que juriste au service d'études au sein de la commission des psychologues. Et donc, moi, je vais vous faire la présentation aujourd'hui qui est titrée « Le statut du psychologue » et plus particulièrement, on va focaliser sur l'évolution de la psychologie clinique. Okay. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? Donc, d'abord, je donnerai quelques remarques préliminaires, puis je vais vous expliquer un peu plus sur la commission des psychologues, puis évidemment, donc, comme c'est le focus d'aujourd'hui, sur l'évolution de la psychologie clinique, puis je vais vous parler plus sur l'exercice de la psychothérapie, et pour finir, je vais vous raconter un peu plus sur les dernières évolutions, donc que peut-on encore attendre? Donc, pour les remarques préliminaires, donc, il y a eu, comme ça a été déjà indiqué, la possibilité de poser des questions au moment de l'inscription. Donc, j'ai essayé au maximum, en fait, d'intégrer déjà la réponse à ces questions dans cette présentation. Il y aura aussi la possibilité de poser des questions donc, par rapport au contenu au cours de la présentation, après chaque chapitre et à la fin de la présentation. Et la présentation va porter en fait sur l'aspect juridique du statut du psychologue et donc non sur l'aspect politique. Qu'est-ce que je vais dire par rapport à ça? Comme je vous ai dit déjà tout à l'heure, moi je suis juriste, donc je vais vous expliquer en fait comment a l'air le cadre légal, mais je ne vais pas vous parler de la qualité du cadre légal ou de comment il devrait avoir l'air. Aussi encore, je ne l'ai pas mentionné sur les slides, mais quand même important à souligner, je suis néerlandophone, donc si je fais des erreurs en français, je m'excuse d'avance. Et ceci dit aussi, als er Nederlandstaligen zouden zijn, vragen mogen ook steeds in het Nederlands worden gesteld. Alors, on va commencer avec la commission des psychologues. Donc, la commission des psychologues, en fait, a été instaurée par la loi du 8 novembre 1993, protégeant le titre de psychologue. C'est un organisme public indépendant au niveau fédéral qui a pour but en fait des missions d'intérêt public. Le ministre du tutelle de la commission des psychologues est le ministre des classes moyennes, en ce moment David Clarenval. Et la commission des psychologues est l'instance compétente pour tous les psychologues, indépendamment de leur statut et indépendamment du secteur dans lequel ils travaillent. Il y a 4 secteurs qui sont reconnus par la loi. C'est le secteur clinique, le secteur travail-organisation, le secteur recherche scientifique et enseignement et le secteur PMS de l'éducation. Quels sont les tests essentiels de la commission des psychologues? D'abord, tenir la liste officielle des psychologues reconnus en Belgique, puis veiller au respect des règles déontologiques et statuer en matière disciplinaire à l'égard des psychologues via le conseil disciplinaire et le conseil d'appel. Je vous parlerai un peu plus tard de tout cela. Et troisièmement aussi, assister les ministres compétents par la voie d'avis émis d'initiative ou sur demande au sujet de toutes les matières ayant trait au titre de psychologue. Donc, cela veut dire qu'on donne des avis, évidemment, à notre ministre de tutelle dont je viens de vous parler, mais aussi, par exemple, au ministre qui est compétent pour la santé publique. C'est important de différencier la commission des psychologues d'une association professionnelle. Donc, je vais vous expliquer un peu les différences principales. Donc, d'abord, par rapport au statut. Donc, la commission des psychologues est une instance fédérale autonome. Au contraire, l'association professionnelle est une ASBL. Puis, concernant les tâches et compétences, comme je viens de vous dire, la commission des psychologues a été établie par une loi et a comme compétence la protection du titre, le code de déonto et le droit disciplinaire et du coup aussi en quelque sorte l'exercice de la profession et à des missions d'avis. L'association professionnelle est là en fait pour la défense des intérêts individuels des psychologues et donc plus du lobbying et aussi fait en offre des services aux membres comme un soutien lors des plaintes, une réduction sur des abonnements à des revues spécialisées, des assurances avantageuses, etc.
Et peut-être la plus grande différence entre les deux, c'est que à la commission des psychologues, l'inscription est obligatoire afin de pouvoir porter le titre de psychologue. Et à l'association professionnelle, l'affiliation est libre. Alors, quel est le principe de l'inscription à la commission des psychologues? Donc d'abord, en fait, vous obtenez votre diplôme de master en psychologie, puis vous vous inscrivez sur la liste de la commission des psychologues et cela vous autorise à porter le titre de psychologue pour exercer la psychologie. Pas encore pour exercer la psychologie clinique, je reviendrai sur ça plus tard. Cela empêche en fait que des personnes non habilitées se fassent passer pour des psychologues ou portent préjudice aux clients, patients et par extension à l'image de la profession. Puis, je vais vous parler un peu d'abus de titre. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est des personnes, en fait, qui ne sont pas inscrites, soit en n'ayant pas, qui utilisent le titre de psychologue sans même avoir le diplôme de psychologue, ou des personnes qui utilisent le titre de psychologue sans être inscrits, mais ayant le diplôme de psychologue. Les deux, en fait, constituent une infraction pénale. Et donc, pour les deux, il y a prévu une mention au casier judiciaire et une amende, dont évidemment l'amende est plus élevée si quelqu'un ne dispose pas non plus de diplôme de psychologue. Important à souligner aussi, c'est qu'une condamnation est également possible pour les personnes qui facilitent l'abus du titre, comme par exemple un employeur qui autorise ses employés à utiliser le titre de psychologue sans être inscrit. Alors, je vous ai déjà dit quelque chose très brièvement quand j'ai dit veiller à l'exercice éthique de la psychologie. Donc, ça se fait parmi autres par le code de déontologie. Donc, le code de déontologie a été créé en fait par l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les règles de déontologie des psychologues. Il est destiné à tous les psychologues, peu importe le secteur ou le statut. Il a un ancrage législatif et le contrôle du bon exercice du code de déonto, donc du respect du code de déonto, se fait par le conseil disciplinaire et le conseil d'appel. Qu'est-ce qui est très important pour vous à savoir par rapport à ce code de déontologie? C'est ce que les juristes appellent en fait la hiérarchie des normes. Qu'est-ce que c'est la hiérarchie des normes? C'est en fait un principe juridique qui prévoit que quand il y a une règle qui contredit une autre règle, qui décide en fait quelle règle prévaut et donc quelle règle il faut appliquer. Donc, je vous ai fait la pyramide de hiérarchie des normes. Donc, il y a d'abord la Constitution, puis la loi, puis un arrêté royal, puis un arrêté ministériel, puis les règlements locaux et puis les contrats de travail individuels. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comme je viens de vous dire, le code de déonto a été instauré par l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les règles de déontologie du psychologue et donc d'un arrêté royal. C'est ce qui veut dire que ce code de déonto, s'il y a des dispositions dedans qui contredisent votre contrat de travail individuel, c'est le code de déontologie qu'il faut appliquer et pas le contrat de travail individuel, justement parce que c'est plus haut en fait dans l'hiérarchie des normes. Ce principe en fait est aussi confirmé dans le code de déontologie lui-même, où ce qui est écrit dans l'article 2, les dispositions contenues dans le présent code sont énonciatives et non limitatives. Elles peuvent être appliquées par analogie. Il ne peut y être dérogé contractuellement. Qu'est-ce que ça veut dire aussi, et certainement de l'importance pour les psychologues cliniciens, qui, en résultat du fait qu'ils ont été reconnus en tant que professionnels de soins de la santé, dont je vous parlerai plus tard, ils doivent respecter certaines lois aussi quant à ce, comme par exemple le droit relatif aux droits des patients. Comme ça, c'est des lois, c'est au-dessus d'un arrêté royal. Donc, ça veut dire que s'il y a des dispositions légales qui contrediraient ou qui partiellement contrediraient une disposition dans le code de déonto, c'est la loi qu'il faut appliquer.
Il y a différents chapitres dans le code de déontologie. Le premier chapitre, c'est les dispositions générales. Le deuxième, les définitions. Le troisième, le secret professionnel, malgré que le titre est peut-être un peu mal choisi parce qu'il y a aussi d'autres obligations qui se trouvent dedans. Et le quatrième chapitre, c'est les principes généraux. À mon avis, c'est certainement ce quatrième chapitre qui peut être très utile pour vous quand vous vous retrouvez en cas de dilemme éthique, parce que c'est ces principes généraux qui souvent peuvent en fait alimenter votre réflexion et peuvent vous aider à fournir une réponse à vos dilemmes éthiques. Ça ne fait pas partie de cette présentation que je vous explique plus sur le code de déontologie et vos obligations déontologiques. Donc là, j'ai juste mentionné en fait le page de notre site web de que faire en cas de dilemme éthique pour que si un jour vous en aurez besoin. Alors, je vais vous parler un peu plus de la procédure disciplinaire, donc qui se fait par le conseil disciplinaire et le conseil d'appel. C'est un processus décisionnel autonome. Il y a différents principes. Donc, le psychologue, il a le droit de se défendre. Il a le droit de se faire assister par un avocat, une personne de confiance. Cette personne de confiance, ça peut être peu importe qui auquel vous faites confiance. Donc, ça peut être un collègue, ça peut être votre femme ou votre mari ou un ami, peu importe. Le plaignant et des témoins peuvent être invités lors d'une audience en présence du psychologue mis en cause, mais en réalité, c'est quelque chose qui se passe très rarement. Il y a différentes sanctions prévues dans la loi. Il y a l'avertissement, il y a la suspension qui est pour maximum 2 ans, et la radiation qui est en principe définitive, sauf réhabilitation au plus tôt 5 ans après le prononcé. Alors, comment ils ont l'air, ces instances disciplinaires? Donc, il y a évidemment au conseil disciplinaire, donc en première instance, et au conseil d'appel, deuxième instance, une chambre néerlandophone et une chambre francophone. Et la composition d'une chambre est la suivante. Donc, il y a à chaque fois un président et son suppléant qui est un avocat ou magistrat nommé par le ministre pour un mandat de 6 ans. Et puis, et c'est là, je suppose que certains d'entre vous vous souvenez que vous avez ou vous avez été invités plutôt à voter pour les membres des instances disciplinaires. Donc, il y a 3 membres et leurs 3 suppléants qui sont des psychologues et qui sont donc élus par et parmi les psychologues inscrits sur la liste pour un mandat à nouveau de 6 ans. Alors, très brièvement, comment a l'air la procédure disciplinaire? Donc, d'abord, en fait, il y a une plainte qui est déposée et donc, puis le conseil disciplinaire doit en déterminer la recevabilité. Pour qu'une plainte soit recevable, la plainte doit concerner un psychologue inscrit sur la liste avec des faits décrits dans la plainte qui ne sont pas antérieurs au 26 mai 2014. Pourquoi cette date-là? Parce que, comme vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai parlé de l'arrêt royal qui a créé le code de déonto. Et donc, il faut évidemment que le code de déonto existe et que les instances disciplinaires aussi existent avant qu'ils peuvent se prononcer sur les faits. Et donc, la plainte doit porter sur, logiquement, des agissements professionnels du psychologue ou sur des faits relevant de sa vie privée qui peuvent avoir des répercussions sur ses agissements professionnels. Alors, si le conseil disciplinaire décide que la plainte est recevable, le psychologue mis en cause est informé, puis il y a une audience, et puis le conseil disciplinaire prend une décision. Il y a la possibilité d'appel, et à la fin aussi, il y a la possibilité d'introduire un recours à la Cour de cassation. Est-ce qu'il y a des questions quant à la commission des psychologues? Si oui, vous pouvez les mettre en QR. Quelques minutes. Je vais juste prendre mon temps pour essayer de passer dans les questions un peu si je vois des choses.
Il n'y a pas de questions actuellement spécifiquement par rapport au rôle de la PMOPSI. Ok, parfait. Alors, je vais d'abord continuer la présentation alors. Si jamais les gens ont des questions auxquelles ils pensent en cours de route, par rapport à des points précédents, ne pas hésiter à les noter, bien évidemment. Oui, effectivement. Ok, alors je vais vous parler sur l'évolution de la psychologie clinique. Donc, comme vous le savez sans doute, le psychologue clinicien a été reconnu en tant que professionnel de soins de santé dans la loi coordonnée du 10 mai 2015 concernant l'exercice des professions de soins de santé. Il y a différentes conséquences qui en découlent. D'abord, respect de la loi, par exemple, sur les droits des patients, comme j'ai déjà mentionné. Aussi bientôt, la loi sur la qualité des soins qui entrera en vigueur le 1er juillet 2021. Aussi, comme vous le savez sans doute, donc être en possession d'un visa et être en possession d'un agrément. Sur ces deux aspects-là, je reviendrai plus tard. Donc là, c'est juste les dispositions légales pour votre information. Donc, pourquoi? Donc, ça vise en fait la protection de l'exercice de la psychologie clinique. Et qu'est-ce qu'entend le législateur par psychologie clinique? Il l'a défini donc, dans l'article 68/1, paragraphe 3. Et c'est l'accomplissement habituel d'actes ayant pour objet ou présentés comme ayant pour objet à l'égard d'un être humain et dans un cadre de référence scientifiquement étayé de psychologie clinique, la prévention, l'examen, le dépistage ou l'établissement du psychodiagnostic de souffrances psychiques ou psychosomatiques réelles ou supposées et la prise en charge ou le soutien de cette personne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les psychologues cliniciens? Pour qu'ils puissent porter le titre de psychologue ou donc le titre aussi de psychologue clinicien et pour qu'ils puissent exercer la psychologie clinique, il faut passer en fait par les étapes suivantes. Donc, il faut s'inscrire à la commission des psychologues, il faut obtenir son visa au sein du SPF Santé publique, il faut dans certains cas faire un stage professionnel et il faut obtenir son agrément au sein des communautés. Alors, pour obtenir, donc je vais aller maintenant un peu plus en détail parce que, comme vous le savez probablement, il y a des mesures transitoires qui ont été prévues et donc ça fait qu'il y a des différences entre différentes situations. Donc, si vous possédez un diplôme universitaire obtenu dans le domaine de la psychologie clinique avec des études de 5 ans minimum ou 300 ECTS, c'est une distinction, et puis l'autre distinction, c'est que vous avez obtenu votre diplôme universitaire, pas dans le domaine de la psychologie clinique, mais en général, dans un autre domaine de la psychologie. Ce sera pour le prochain slide. Et donc là, je parle aussi de la situation pour la Belgique. Donc, soit vous avez commencé vos études au plus tard l'année académique 2016-2017, alors il faut donc, s'inscrire à la commission des psychologues, obtenir le visa et puis obtenir l'agrément. Si vous avez commencé vos études à partir de l'année académique 2017-2018, il va aussi falloir faire le stage professionnel. Donc, inscription, visa, stage professionnel, agrément. Alors, pour ceux qui possèdent un diplôme universitaire en psychologie, mais pas en psychologie clinique, obtenu avant le 1er septembre 2016 et que vous pouvez démontrer une expérience professionnelle d'au moins 3 ans dans le domaine de la psychologie clinique, à nouveau, c'est inscription, visa, agrément et il n'y a pas de stage professionnel à faire dans ce cas-là. La situation est un peu différente pour ceux qui ont obtenu leur diplôme à l'étranger. Là, à nouveau, il y a une distinction en fait à faire entre ceux qui ont obtenu leur diplôme au sein de l'Union européenne ou en Suisse, ou ceux qui l'ont obtenu en dehors de l'Union européenne ou en Suisse. Donc, pour ceux qui l'ont obtenu au sein de l'Union européenne ou en Suisse, c'est inscription, puis agrément, puis visa. Donc, en fait, l'agrément et le visa, ça renverse. Pourquoi? C'est le résultat, en fait, d'une directive de l'Union européenne.
Pour ceux qui ont obtenu leur diplôme en dehors de l'Union européenne ou en Suisse, il faut d'abord obtenir l'équivalence au sein du NARIC ou le CFEB, et puis c'est le même trajet, inscription, visa, agrément. Alors, on va aller un peu plus en détail sur qu'est-ce que c'est exactement ce visa et quelles sont les conséquences de ce visa. Donc, comme je l'ai dit à plusieurs fois, le visa, c'est délivré par l'SPF Santé publique et ça signifie en fait l'attestation de la validité de votre diplôme. Il y a aussi un contrôle par rapport au visa qui est exercé par les commissions médicales provinciales, qui est un organe de contrôle pour toutes les professions de santé et qui est compétent pour retirer le visa ou pour conditionner son maintien à des conditions dans 2 cas. C'est les 2 cas suivants. Donc d'abord, l'incapacité physique ou psychique d'exercer la profession sans risque ou conséquences potentiellement graves sur la santé du patient ou la santé publique. Pensons par exemple à un psychologue clinicien qui souffre d'un burn-out. Ou le deuxième cas, c'est qu'il y a des antécédents judiciaires avec des faits suffisamment pertinents qui sont incompatibles avec l'exercice de tout ou une partie de la profession de psychologue. Pensons par exemple à un psychologue clinicien qui travaille avec des enfants et qui a été condamné pour abus sexuels des enfants. Ce deuxième cas, en pratique, est très rare, justement parce que les commissions médicales provinciales n'ont pas accès en fait au casier judiciaire des psychologues cliniciens. Donc, ils peuvent qu'être au courant et donc appliquer en fait cette condition pour retirer éventuellement le visa quand quelqu'un leur a averti du casier judiciaire du psychologue concerné. En cas de retrait, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a comme conséquence en fait que c'est plus possible pour le psychologue clinicien d'exercer la psychologie clinique. Alors, comment ils sont composés, les commissions médicales provinciales? Le président, c'est un médecin. Le vice-président, pareil, c'est un médecin. Puis, il y a 2 psychologues cliniciens. Et il y a un secrétaire qui est l'inspecteur d'hygiène et services publics fédéral de santé publique et un fonctionnaire de l'inspection de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. Et puis, il y a d'autres professionnels de soins de santé qui sont aussi dedans. Donc, quand je vous ai parlé de la commission des psychologues des instances disciplinaires, maintenant, je vous ai parlé des commissions médicales provinciales. Les 2, en fait, sont différents, mais en même temps aussi complémentaires. Dans quel sens? Donc, les instances disciplinaires sont là, en fait, pour veiller au respect du code de déontologie et donc sont là carrément pour, comme le mot le dit même, en fait, en tant qu'instance disciplinaire. Pour les commissions médicales provinciales, comme je vous l'ai dit, en fait, il y a juste 2 cas dans lesquels le visa peut être retiré. Donc, c'est l'incapacité physique ou psychique ou l'effet judiciaire. Donc, dans ce sens-là, ils sont différents. Donc, par exemple, pour le rendre plus concret, si quelqu'un rend le secret professionnel, c'est les instances disciplinaires qui seront compétents. Dans quel sens ils sont complémentaires? Imaginons que parce qu'un psychologue clinicien est atteint d'un burn-out et du coup fait moins attention à comment gérer ses dossiers et fait en sorte du coup qu'à la fin le secret professionnel est violé parce qu'il ou elle laisse des dossiers sur son bureau et tout le monde y a accès et peut voir ce qui a été écrit. À ce moment-là, pour l'aspect burn-out, ce sera en fait les commissions médicales provinciales qui sont compétentes. Et pour l'aspect de rompre le secret professionnel, ce seraient les instances disciplinaires, la commission des psychologues qui sont compétents. Alors,
Le stage professionnel, donc comme j'ai souligné déjà, c'est à partir des étudiants en psychologie clinique qui ont commencé leurs études en 2017-2018. Et donc, concrètement, en fait, c'est un stage pratique chez un maître de stage agréé, dans un service de stage agréé, après les études universitaires en psychologie clinique. Donc là, je vais aller un peu plus en détail et c'est surtout sur les slides, c'est les mots qui se retrouvent dans le cadre légal. Donc, c'est parfois un peu lourd, les mots utilisés, mais c'est ce qui a été prévu. Donc, qu'est-ce que c'est ce stage professionnel? C'est un stage pratique supervisé qui entend inculquer aux candidats psychologues cliniciens l'ensemble des aptitudes, du savoir-faire et des compétences nécessaires à l'exercice autonome d'une pratique du psychologue clinicien, qui vise à familiariser les candidats avec un spectre aussi large que possible d'actes cliniques et d'établir suffisamment de dossiers psychologiques cliniques de patients. Et à l'issue du stage professionnel, les candidats psychologues cliniciens devraient en fait maîtriser au moins 3 des activités relevant de la pratique de la psychologie clinique. C'est une durée de minimum 1680 heures, qui correspond à peu près 42 semaines de travail à temps plein. Il y a aussi possible de faire le stage professionnel à temps partiel ou sous certaines conditions de faire des interruptions du stage professionnel. Et maximum, vu le temps partiel et les interruptions, le stage professionnel peut durer en principe 5 ans. Donc, chez qui, je l'ai déjà dit, chez un maître de stage agréé au sein d'un service de stage agréé. Je reviendrai sur ça plus en détail dans les prochaines slides. Et c'est un stage rémunéré, c'est encore difficile à prédire. Donc, dans le cadre légal, le législateur utilise en fait le mot compensation, mais c'est pas clair s'il s'agit d'une compensation réelle ou seulement un recouvrement des frais comme les frais de transport, par exemple. Ok, donc là, je vais focaliser un peu plus sur le maître de stage. Donc, qui peut prétendre en fait au titre de maître de stage agréé? Donc, dans la loi, il y a 2 possibilités. Donc, le premier, c'est le psychologue clinicien qui est agréé depuis au moins 5 ans en cette qualité, donc c'est-à-dire qu'il dispose d'un visa et d'un agrément, et qui, pendant cette période, a exercé une activité professionnelle en psychologie clinique. La deuxième option, c'est le psychologue clinicien qui a au moins 5 ans d'expérience professionnelle pertinente au 1er janvier 2020, à condition que la demande d'agrément en tant que maître de stage agréé soit introduite au plus tard le 1er juillet 2021. Donc, comme vous le voyez, comme vous le savez, le visa et l'agrément n'existent pas encore depuis très longtemps, ne sont pas encore délivrés pendant très longtemps. Ce qui fait que la première, en fait, ayant le visa et l'agrément pendant au moins 5 ans, n'est pas encore possible. Donc, en ce moment, en fait, c'est ce deuxième-là qui s'applique. Et donc, c'est une mesure transitoire. Quand vous regardez bien ce cadre légal, les deux ensemble, ça veut aussi dire qu'en ce moment, selon le cadre légal, il n'y a pas de solution pour un psychologue clinicien qui veut être agréé en tant que maître de stage agréé, s'il introduit sa demande entre le 2 juillet 2021 et la mi-février 2025 ou plus tôt, même s'il dispose d'au moins 5 ans d'expérience professionnelle pertinente et ou même s'il dispose entre-temps d'un visa et d'un agrément. Donc là, probablement, le législateur, il va encore intervenir pour résoudre ce problème. Puis, dans le cadre légal, il y a aussi prévu que le maître de stage agréé doit disposer des qualités didactiques, cliniques et organisationnelles et qui doit avoir suivi une formation de supervision et d'évaluation des candidats psychologues cliniciens. Alors, quand on entend par maître de stage coordonnateur agréé, donc ce terme aussi il est utilisé dans le cadre légal, et en fait, c'est un maître de stage agréé qui assure la coordination dans le cas où un candidat psychologue clinicien décide d'effectuer son stage professionnel
dans 2 ou plusieurs services de stage agréés sous la supervision de plusieurs maîtres de stage agréés, condition que minimum 840 heures de stage sont faites dans le même endroit de stage. Et donc, dans ce cas-là, le maître de stage coordinateur agréé reste responsable pour le candidat psychologue clinicien, peu importe où ce qu'il effectue son stage. Quelles sont les obligations d'un maître de stage agréé? Donc d'abord, en fait, il doit assurer envers les candidats psychologues cliniciens ce qui suit, donc une formation reposant sur une large base scientifique dans laquelle les activités scientifiques sont en adéquation avec les activités pratiques. Il doit assurer sa présence ou la présence d'un psychologue mandaté par lui pendant les activités du candidat psychologue clinicien. Il doit offrir l'occasion d'assister aux formations, exposés et groupes de travail prévus. Il doit garantir la supervision des activités du candidat psychologue clinicien, ainsi que sur les documents établis par celui-ci. Il doit prévoir au moins 1 heure d'échange d'accompagnement par semaine à temps plein. Il doit assurer que le candidat psychologue peut assister à des réunions du groupe sur une base régulière et au moins 10 fois par an. Et il doit aussi assurer la favorisation des contacts entre les candidats psychologues cliniciens et d'autres professionnels de soins de santé en organisant des réunions multidisciplinaires et interdisciplinaires. De plus, il doit suivre une formation permanente annuelle organisée par des institutions universitaires ou par des associations scientifiques en collaboration avec des institutions universitaires. Il doit continuer à exercer une activité clinique réelle durant son agrément comme maître de stage agréé, et ce au sein du service de stage ou au sein de chaque site du service de stage si celui-ci est dispersé sur plusieurs sites. Il doit s'assurer qu'une assurance appropriée en responsabilité professionnelle a été contractée dans le chef du candidat psychologue clinicien. Il ne peut que confier au candidat psychologue les responsabilités qui correspondent à l'état de sa formation. Et il y a un nombre limité de candidats psychologues cliniciens qui peut suivre. Et ce nombre limité, en fait, c'est 4. Alors, après avoir parlé du maître de stage, je vais vous parler des services de stage. Donc, quels sont les services qui peuvent être considérés comme un service de stage agréé? En fait, le législateur, il fait une division entre 3 différentes catégories. Donc, le premier, c'est le service de stage régulier, le deuxième, service de stage non régulier, et troisième, service de stage à l'étranger. Il n'y a pas de définition prévue dans le cadre légal, donc on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on devrait entendre par service de stage régulier et non régulier, mais il y a prévu que un stage dans le cadre d'un service de stage régulier se déroule dans un établissement de soins ou un cabinet qui propose de la psychologie clinique, et qu'un service de stage non régulier vise à inculquer aux candidats psychologues cliniciens certaines compétences spécifiques afférentes à un sous-domaine précis et limité de l'exercice de la profession qui, en outre, ne peuvent être acquises dans ce service de stage régulier. Donc, pensons peut-être par exemple au centre de prévention de suicide pour ce service de stage non régulier. Alors, quelles conditions doivent être remplies pour le service de stage régulier? Une offre d'activité suffisamment importante et variée, compte tenu de la durée du stage professionnel, pour permettre aux candidats psychologues cliniciens d'acquérir une large expérience quantitative et qualitative. Proposer au moins une des activités relevant de la pratique de la psychologie clinique. Minimum 3 ans d'existence au moment de la demande d'agrément. Et un maximum de possibilités de collaboration multidisciplinaire et interdisciplinaire, tant au sein du service qu'éventuellement avec d'autres services. Alors, quelles sont les obligations d'un service de stage agréé? Très simple, en fait, juste continuer à satisfaire aux conditions pour être agréé pendant le stage professionnel. Alors, pour rendre tout plus concret, ça sera sans doute plus utile pour vous.
Quelles démarches donc, concrètes faut-il entreprendre pour obtenir l'agrément en tant que maître des stages et service des stages agréés? Ça se passera en fait par formulaire électronique auprès du SPF Santé et c'est un formulaire qui devrait normalement bientôt être disponible. Les demandes seront évaluées par un groupe de travail permanent du Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale. Ce Conseil fédéral donnera son avis au ministre de la Santé publique dans les 60 jours et celui-ci alors se prononcerait finalement sur la reconnaissance. La réponse aussi, vous le recevrez par voie électronique. Alors, qui supervise les maîtres des stages et les services des stages agréés? Ça, c'est le SPF Santé publique qui, en fait, dans 2 cas, peut retirer l'agrément de maître de stage agréé ou de service de stage agréé. Donc, premier, dans le cas où le maître de stage ou le service de stage ne répond plus aux critères établis. Ou deuxièmement, dans le cas où le maître de stage a fait l'objet de mesures ou de sanctions à caractère pénal, disciplinaire ou administratif. Sachant que là, donc, il s'agit d'une possibilité et donc ça ne veut pas dire, donc imaginons que un psychologue clinicien reçoit une sanction des instances disciplinaires à la commission des psychologues, ça peut avoir comme conséquence qu'il sera retiré de son agrément de maître de stage agréé, mais il n'y a pas de certitude quant à ce. Donc, pour quelle période vous recevrez l'agrément en tant que maître de stage agréé au service de stage agréé. C'est pour 5 ans et cette période est renouvelable. Alors, l'agrément, donc l'instance compétente, c'est les communautés, donc la Fédération Wallonie-Bruxelles, la communauté germanophone ou Agentschap Zorg en Gezondheid. Ça signifie que, ou ça vérifie en fait que vous avez les bonnes qualifications et compétences et il n'y a pas encore de clarté sur qui va assurer le contrôle sur ceux qui possèdent l'agrément.